Salut tout le monde, c'est Lord Clap. Aujourd'hui, on va plonger dans les entrailles des conflits européens les plus épiques, les plus sanglants et parfois les plus absurdes. Chaque pays d'Europe a son histoire, son patrimoine, et de ce fait plusieurs guerres emblématiques qui l'ont profondément marqué. Et je trouvais intéressant de vous en parler aujourd'hui. Je précise cependant que j'essaierai de limiter les mentions de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, car sinon, je vais faire que de parler de ça pendant toute la vidéo, tant ces conflits ont été majeurs. Alors autant en parler dans des vidéos qui seront entièrement consacrées à ces deux guerres. J'ai donc sélectionné pour vous différents conflits en fonction de l'importance qu'ils ont eu sur l'histoire de chaque pays, mais aussi pour vous faire découvrir des guerres moins connues, mais tout aussi fascinantes. Aussi, dernière petite précision, certains des conflits dont je vais parler sont parfois assez récents, sans pour autant être d'actualité. Donc je ferai en sorte de me montrer évidemment le plus respectueux possible. Pour les autres conflits bien plus anciens, je pense que je vais blesser personne, donc je vais pouvoir me lâcher un peu plus. Allez, attrapez vos épées et vos boucliers pour découvrir ensemble les plus grands conflits de chaque pays d'Europe. Partie 1. Oui, le concept est très intéressant, mais assez long. Il y a quand même presque 40 nations dont il faut que je parle, donc je divise pour l'instant cette vidéo en deux pour votre confort. Mais je n'exclus pas de faire une vidéo qui réunirait les deux parties entièrement, si vous préférez. Aujourd'hui, ce sera donc la partie 1, mais je vous attends évidemment tout aussi nombreux pour regarder la partie 2. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais rien manquer de mes prochaines vidéos de ma jeune chaîne. On est aujourd'hui plus de 200, mais qui sait jusqu'où on pourra aller. Peut-être même qu'un jour, on verra un sponsor arriver sur la chaîne. Bon allez, c'est parti. Pour cette vidéo, on va faire par ordre alphabétique. Ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. On commence donc notre voyage avec l'Albanie. Pour se mettre dans le contexte, on est à la veille de la Première Guerre mondiale en 1912. Les Albanais, qui vivent sous la domination de l'Empire ottoman depuis le XVIe siècle, en ont désormais plus qu'assez et disent c'est fini, on en a marre, on veut notre propre nation. Les indépendantistes doivent alors sortir vainqueurs d'une série de batailles tout en évitant de se faire absorber à nouveau par un autre empire. Après des mois de lutte et de combats acharnés, l'Albanie obtient finalement son indépendance, indépendance qu'elle tâchera de toujours conserver, et ce malgré les tentatives de ses voisins pour l'occuper, que ce soit la Grèce pendant la Première Guerre mondiale ou l'Italie pendant la Seconde. Imaginez une série télé qui dure 30 saisons, avec des batailles entre catholiques et protestants, et différentes alliances qui changent du jour au lendemain. Je vous l'accorde, à la fin, ça risque de devenir un petit peu redondant, avec des scénarios vus et revus. Un petit peu comme la saison 5 de Vikings. Eh bien, c'est peut-être ce qu'ont dû vivre les Allemands en tant que spectateurs de la guerre de 30 ans. Attention, l'Allemagne n'a été unifiée cependant qu'à partir de 1870. Donc quand je parle d'Allemagne, j'inclus toutes les principautés et royaumes germaniques de l'époque, qu'on pourrait affilier à l'Allemagne actuelle. Tout commence en 1618. À cette époque, c'est encore les guerres de religion dans toute l'Europe, et c'est à ce moment-là que les protestants de la ville de Prague, très clairement discriminés par rapport aux catholiques, décident de se révolter contre l'empereur du Saint-Empire germanique, Ferdinand II. Très rapidement, c'est l'Europe tout entière qui s'enflamme et qui s'affronte sur le territoire impérial. Les batailles s'enchaînent, les alliances changent du jour au lendemain, bref, c'est le gros bordel. Finalement, après 30 années de guerre, les accords de Westphalie mettent fin au conflit, avec son lot de morts estimé entre 4 et 7 millions. Puisqu'on vient de parler de l'Allemagne, est-ce que vous saviez que le pays avait été en guerre contre la principauté d'Andorre? Et j'ai dit que j'allais éviter de parler de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, avec ce genre de pays, c'est un peu compliqué de trouver un réel conflit auquel ils ont activement participé. Bon, en soi, Andorre n'a jamais vraiment connu de conflit majeur dans son histoire. Ça n'étonnera personne. Mais, anecdote assez folle, le pays avait bel et bien déclaré la guerre à l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, elle n'a signé la paix avec le pays qu'en 1953. Je rappelle que la paix et donc la fin complète du conflit a été actée avec le traité de Versailles de 1919. Ça veut donc dire que pendant 34 années,
Andorre et Allemagne ont été en conflit sans que les deux nations ne soient au courant. La raison à cela? Eh bien, comme l'implication d'Andorre pendant la Première Guerre mondiale était plus que mineure par rapport aux autres nations, aucun membre de son gouvernement n'avait donc été invité à signer la paix officiellement avec l'Allemagne. Donc en gros, même si pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays se disait neutre, techniquement, ils étaient en conflit avec l'Allemagne. Heureusement que les Allemands s'en sont pas rendus compte, j'ai envie de vous dire. Qui sait ce qu'ils auraient pu faire? Pour l'Autriche, on va revenir à l'époque où ça ressemblait plutôt à ça sur une carte. Oui, c'est quand même bien plus imposant. Pour ce pays, je voulais vous parler de la guerre de succession d'Autriche de 1740. En gros, Charles VI, l'empereur du Saint-Empire germanique et souverain d'Autriche, oui, il avait les deux casquettes, meurt en 1740. Et faute d'avoir eu un fils, c'est sa fille Marie-Thérèse qui l'a choisi pour lui succéder. Sauf que voilà, les voisins européens, que ce soit la Prusse, la France et même l'Espagne, ont vu en cette nomination un affaiblissement du pays et se sont dit que c'était l'occasion en or pour choper quelques territoires. C'est notamment le cas du roi Frédéric II de Prusse, dit le Grand, qui déclenche la guerre en envahissant la région de la Silésie. Mais voilà, c'est bien mal connaître la nouvelle souveraine, qui devient alors un véritable chef de guerre déterminé et qui pousse à sa nation entière à résister de toutes ses forces contre les envahisseurs. Après 8 années de guerre et environ 450 000 morts, Marie-Thérèse d'Autriche parvient à garder la quasi-totalité de son empire, déclare son époux comme l'empereur du Saint-Empire germanique, renforce les positions de sa famille les Habsbourg au sein de l'Europe et s'impose comme un des plus grands souverains du continent. Peut-être d'ailleurs une des futures reines dont on parlera dans un futur top des reines les plus badass de l'histoire. Ah, la Belgique. Apparemment, 4,6% de mon audience serait belge. Donc j'avais envie de vous rendre un petit peu honneur dans cette vidéo. Si vous regardez, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même chose pour les autres. Il faut donc savoir que, pendant des siècles, la Belgique a vu son territoire contrôlé par différentes nations, que ce soit la Hollande, la France ou même l'Espagne. Et, en 1830, alors que c'est les Néerlandais qui occupent la région, trop c'est trop, et les Belges se révoltent contre leur occupant. Après de nombreuses batailles sanglantes, comme représentées sur ce tableau, les Belges obtiennent finalement leur indépendance et deviennent un royaume. L'Angleterre propose alors un des membres de sa famille, le jeune veuf Léopold, qui devient Léopold Ier, pour gouverner la Belgique. Léopold Ier, qui est d'ailleurs le père du tristement célèbre Léopold II de Belgique, qui commettra des atrocités au Congo. En 1992, c'est la fin de la guerre froide, et donc des dictatures communistes en Europe de l'Est. Et la Yougoslavie ne fait pas exception. Pendant toute la décennie, elle va se déchirer n'épargnant aucune de ces régions, comme ce fut le cas avec la Bosnie. En effet, les Bosniaques, Serbes et Croates se sont affrontés au cours de durs et sanglants combats pour récupérer différentes parties territoires qu'ils revendiquaient. C'est notamment dans ce contexte qu'a eu lieu le terrible siège de Sarajevo qui dura près de 4 ans. Il faudra attendre les accords de Dayton pour mettre fin au chaos, laissant à la Bosnie l'opportunité de reconstruire tout ce qui avait été détruit. Pour la Bulgarie, il va falloir revenir en 1912. C'est à cette époque, en effet, que se forme la Ligue balkanique, composée de la Serbie, de la Grèce, du Monténégro et du coup de la Bulgarie. Leur objectif, il est simple. Virer l'Empire ottoman, empire qui occupait leur territoire depuis des siècles, comme avec l'Albanie. Et ça a été un gros succès. Seulement voilà, la Bulgarie était apparemment pas très satisfaite du nouveau partage de territoire et décide, une fois la paix actée, de retourner sa veste en affrontant ses anciens frères d'armes. Bon, ça lui a pas réussi puisqu'elle a perdu la guerre. Et, comble de l'ironie, même ses anciens alliés ont accepté de faire une alliance avec leur ancien ennemi commun, l'Empire ottoman, pour se venger des Bulgares.
Je n'y suis jamais allé, mais quand on regarde les photos, ça doit être vachement sympa la Chypre pour les vacances. Mais bon, je suis pas sûr que les vacanciers de l'année 1974 ont oublié ce jour où ils ont vu des Turcs débarquer sur les plages de l'île. En fait, à ce moment-là, la Chypre venait de vivre un gros coup d'État, qui prenait un rapprochement entre elle et la Grèce. Chose que la Turquie voyait pas d'un très bon œil. En même temps, entre la Grèce et la Turquie, ça a jamais été une vraie histoire d'amour. Donc la Turquie a lancé une grosse intervention militaire pour conserver sa domination sur l'île. Opération baptisée Attila. Ah, ça vend du rêve. En conséquence, l'île de Chypre est maintenant divisée avec un sud grec et un nord turc. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on verra le pays s'unifier à nouveau. On retourne à nouveau en ex-Yougoslavie. En même temps, cette ancienne nation a été composée de 7 pays européens actuels. Et la Croatie a d'ailleurs été la première à dire assez à la Yougoslavie et a décidé de se séparer d'elle. Elle a combattu pour son indépendance et a finalement réussi à quitter le groupe. Cette guerre a d'ailleurs poussé les autres régions à en faire de même. Le pays est aujourd'hui indépendant, mais les cicatrices de la guerre sont encore bien visibles. Petit retour au XIXe siècle. Le Danemark et la Prusse voulaient tous les deux le duché de Schleswig, de Schles- enfin de ce territoire, comme deux personnes qui se battent pour le dernier morceau de gâteau. Ce même contexte avait d'ailleurs provoqué la première guerre des duchés, conflit qui avait été réglé après quelques négociations. Mais ce traité de paix n'avait clairement pas suffi pour le Danemark, qui revendiquait toujours l'intégralité du territoire qui était majoritairement peuplé de Danois. Cette revendication a alors été perçue comme une véritable déclaration de guerre, et, avec son allié, les forces prussiennes ont envahi le Danemark, qui, malgré une résistance initiale, a été rapidement submergé par les forces adverses, mieux équipées et bien plus nombreuses. La bataille de Diepol en avril 1864 va mettre un terme au conflit avec une défaite significative pour les Danois, les poussant à abandonner définitivement toute revendication sur le duché tant convoité et les obligeant à céder certains de leurs territoires. Si j'ai choisi de parler de ce conflit, c'est surtout parce qu'il a eu un impact profond sur la politique danoise et a conduit à une période de repli sur soi du pays, adoptant notamment une politique de neutralité dans les affaires européennes, et ce pendant de très nombreuses années. Là, on va s'attaquer à un très gros morceau. En 1936, l'Espagne se retrouve en plein chaos, avec d'un côté les républicains, composés majoritairement de socialistes et de communistes, phrase que je ne pensais jamais dire un jour, et de l'autre les nationalistes fascistes dirigés par Franco, qui souhaitent mettre en place un régime autoritaire. Très vite, même les nations du monde entier s'en mêlent, comme l'URSS qui soutient les républicains, encore une phrase que je ne pensais jamais dire, et l'Allemagne et l'Italie de Hitler et Mussolini qui soutiennent les nationalistes. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu d'ailleurs le fameux bombardement de Guernica, immortalisé par la fameuse peinture de Picasso. Finalement, après 3 années de combats acharnés, c'est les nationalistes qui l'emportent juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est alors le début d'une dictature qui va durer plus de 30 ans avec son lot de répression, d'injustice et de mort. On quitte le soleil ibérique pour le froid glacial de l'Estonie maintenant. En 1917, cette région était contrôlée par l'Empire russe. Mais la révolution communiste va changer la donne, et les Estoniens y voient alors une occasion en or de devenir indépendants. Après plusieurs combats et soutenus par tous ceux qui craignent l'influence de la nouvelle nation russe, ils finissent par obtenir leur indépendance. Sauf qu'au final, le pays se fera absorber à nouveau par l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, et le pays ne redeviendra indépendant qu'en 1991. Ah ouais, ça fait long quand même. On reste dans le froid du Nord avec la Finlande. Et bien que ce conflit se déroule à la même période que la Seconde Guerre mondiale, elle n'est pas incluse comme en faisant partie. En gros, les Russes, ils veulent profiter du chaos ambiant en Europe pour élargir leur territoire.
qui apparemment n'étaient pas suffisamment gigantesques pour eux. Leur objectif, s'emparer de la Finlande. Sauf que problème, le nouveau boss de l'URSS, un certain Staline, dans un souci d'éviter de se faire renverser, s'est débarrassé, pour dire ça gentiment, de 80% des hauts gradés militaires. Il les a remplacés par des gens qui lui étaient certes fidèles, mais qui étaient beaucoup moins compétents. Autant vous dire qu'ils n'ont pas fait long feu. Les Finlandais vont se battre comme des lions des neiges et vont mettre la misère aux Russes, le tout dans un climat hivernal glacial. Le bilan est de 30 000 morts pour la Finlande contre 127 000 pour la Russie. Ah, c'est sûr, ça fait mal, hein. Napoléon a été vaincu par l'hiver russe et Staline par celui de Finlande. Ah, la France. Franchement, niveau guerre, on se met vraiment bien. Mais est-ce que vous saviez qu'on était le pays qui avait remporté le plus de batailles de l'histoire? Du coup, c'était compliqué pour moi de choisir une guerre en particulier, que ce soit la guerre de Cent Ans, enfin techniquement elle a duré 116 ans, celle de la Révolution, celle de Napoléon, bref, le choix était large. Mais après réflexion, je me suis dit que le but était quand même de vous apprendre quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une guerre un peu oubliée, celle de la guerre de succession d'Espagne. Mais ne vous en faites pas, je parlerai des autres plus gros conflits que la France a connus dans une autre vidéo qui sera entièrement dédiée à ce sujet. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre de succession d'Espagne? En 1700, Charles II d'Espagne, appelé l'ensorcelé en raison de son physique difforme dû aux différents mariages consanguins pratiqués dans sa famille, meurt sans avoir eu d'enfant et met donc fin à la célèbre dynastie des Habsbourg d'Espagne. Mais du coup, ça crée la grosse pagaille parce qu'on ne sait pas qui pourrait reprendre le trône. Et Louis XIV, ce beau roi soleil, il a la réponse à cette question. Il pense en effet que son petit-fils serait le candidat parfait. Mais ça plaît pas trop aux autres nations, que ce soit l'Angleterre ou le Saint-Empire germanique, qui ont peur de voir justement la France et l'Espagne s'unifier en un seul et même pays pour former une superpuissance qui dicterait la loi en Europe. La guerre est alors déclarée et plusieurs batailles se succèdent, que ce soit en Europe et en Amérique du Nord. On peut par exemple citer celles de Blenheim ou de Malplaquet, qui font plusieurs milliers de victimes. Au final, après 700 000 morts et 13 années de guerre, c'est finalement bel et bien la France qui remporte le conflit. Mais elle doit signer un traité pour confirmer que jamais un roi d'Espagne ne pourra revendiquer le royaume de France. Vous imaginez un petit peu si ça avait été le cas, à quel point l'histoire aurait pu changer? Cent ans avant la Ligue balkanique dont on a parlé, la Grèce, qui était sous le contrôle ottoman, a décidé en 1821 qu'elle en avait plus qu'assez de l'occupation et a lancé une grosse révolution. Rapidement, les indépendantistes reçoivent un soutien de partout dans le monde, que ce soit en Europe avec la France et l'Angleterre, mais aussi de Haïti. Oui, Haïti a participé activement à l'indépendance grecque. Je ne plaisante pas. La guerre va faire rage pendant 9 années, et alors que l'Empire ottoman pensait pouvoir garder le contrôle sur la Grèce, ils vont se prendre une grosse fessée à la bataille navale de Navarin, au cours de laquelle la Russie, l'Angleterre et la France vont massacrer la flotte ottomane. Je rappelle quand même que ces trois nations se faisaient encore la guerre quelques années plus tôt. Waterloo, c'était en 1815. Et c'est pas juste une simple fessée comme dans 50 nuances degrés. La vache, si on m'avait dit que je citerais un jour ce film dans une vidéo d'histoire, là c'est vraiment une qui te fait tomber la gueule la première par terre. C'est simple, si la coalition a perdu 174 marins dans la bataille, l'Empire ottoman, lui, a perdu les trois quarts de sa flotte ainsi que 6000 soldats. Autant vous dire qu'après cette grande victoire, la Grèce n'a aucun mal à obtenir son indépendance et a pu commencer à rédiger sa propre histoire. Et autant vous dire qu'ils avaient toujours un petit peu la rage contre l'Empire ottoman. Si je vous dis Hongrie, je pense que le mot Mongolie sera le dernier auquel vous penserez. Et pourtant, c'est bien avec les Mongols que les Hongrois ont connu leur plus grand conflit. Oui, oui, les Mongols, les méchants dans Mulan. Ah non, mais c'est normal, hein, ils sont allés foutre la merde un peu partout, que ce soit en Chine, en Europe
dans l'Empire romain, et même pendant les croisades, ils ont aidé les croisés à affronter les différentes armées musulmanes. Et aussi, je parle de la Hongrie indépendante. Je ne la rattache pas à l'Autriche comme elle l'a été pendant des siècles. Transition passée, les Mongols, après avoir passé à tabac les Polonais, faudrait pas que ça devienne une habitude, avaient décidé de partir affronter les Hongrois. Rapidement, ces derniers vont être dépassés par le nombre et subissent une très lourde défaite à Maudit. Résultat, le pays va être ravagé et sa population martyrisée. Sauf qu'à la surprise générale, les Mongols vont pas faire de vieux os et finissent par se tirer un an plus tard. Évidemment, c'est un énorme soulagement pour toutes les cours européennes de les voir partir, mais la Hongrie, quant à elle, mettra des décennies avant de se remettre de ce conflit. Ah, l'Irlande. C'est un pays qui m'est très cher car j'y ai vécu pendant un an dans le cadre de mes études. Mais si vous allez vous balader en Irlande, vous pourrez notamment remarquer que tout est récent ou refait. Il n'y a rien d'origine, ou alors il n'en reste que des ruines. Même un des bâtiments les plus sacrés, la Sainte Patrick Cathédrale, a été refaite entièrement. Pour ça, on peut dire merci aux Anglais qui voulaient couper court à toute envie aux Irlandais de se déclarer indépendants en détruisant leur culture. Sauf que voilà, après 1000 ans d'occupation anglaise, les Irlandais en ont eu marre d'être squattés et martyrisés par leurs occupants. Et ils ont décidé de faire la guerre pour se libérer. La guerre va être terrible et va durer jusqu'en 1921, mais l'Irlande obtiendra finalement son indépendance. Malheureusement, ça suffira clairement pas parce que juste après, c'est une guerre civile qui éclate entre ceux qui sont satisfaits d'avoir pu obtenir l'indépendance avec l'Angleterre et ceux qui veulent annexer l'entièreté du territoire et ne pas laisser l'Irlande du Nord aux Anglais. C'est évidemment bien plus complexe que ça, mais peut-être que j'en parlerai plus en détail dans une vidéo sur le sujet. Au passage, allez visiter le Connemara, c'est vachement sympa, surtout pour chanter du Michel Sardou. J'aurais pu vous parler de l'Empire romain, mais ça couvrait une période de temps beaucoup trop longue et surtout bien trop lointaine. Or, je voulais vous parler d'événements bien plus récents et qui ont eu un réel impact sur la condition du pays aujourd'hui. Donc, est-ce que vous connaissez le Risorgimento? En gros, depuis la chute de l'Empire romain, il faut savoir que la péninsule italienne s'était divisée en différentes républiques, territoires et royaumes. Parfois, l'Italie sera au summum de la gloire, et parfois, elle sera au plus bas, occupée notamment par l'Autriche ou encore par les Français sous le règne de Napoléon Ier Bonaparte. Et le Risorgimento, c'est un mouvement politique qui va permettre l'unification totale de l'Italie. Son chef, le roi Victor Emmanuel II, aidé notamment par Napoléon III, va mener plusieurs guerres et parvenir à obtenir l'unification totale de l'Italie. Ah vraiment, vous allez en Italie, vous pourrez vous rendre compte que la figure de Victor Emmanuel II est synonyme de héros là-bas. D'ailleurs, c'est super sympa et la bouffe est délicieuse. Kosovo, pour un petit bac dans la catégorie pays en cas, ça peut vraiment vous sauver la vie. Mais là, on va parler de la guerre du Kosovo, qui est un événement encore très récent, donc je vais tâcher d'en parler avec des pincettes. Pour faire court, le Kosovo veut lui aussi dire adieu à la Yougoslavie et bonjour à l'indépendance. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Les tensions montent et finalement l'OTAN, en mode super-héros, entre en scène pour séparer les deux clans pour éviter une catastrophe. Comment? Avec des bombardements. Après 78 jours de bombardement, la Serbie va se retirer du conflit et le Kosovo peut enfin se déclarer indépendant. Au total, c'est malheureusement 13 000 personnes qui vont mourir dans ce conflit, et l'OTAN sera d'ailleurs très critiquée, puisqu'ayant causé la mort d'au moins 488 civils yougoslaves, dont des Kosovars. Guerre mondiale mise à part, on peut pas vraiment dire que le Luxembourg a participé activement à différents grands conflits. C'est pourquoi je vais faire une exception dans cette vidéo en parlant d'une guerre où le théâtre des opérations a été au niveau du territoire actuel du Luxembourg. Et comme ce même conflit concerne aussi les Pays-Bas,
Je ne pouvais pas ne pas les inclure dedans. On a eu la guerre de 30 ans, cette fois on va faire bien plus long. La guerre de 80 ans. Ah ouais, ils étaient chauds, quoi. Autant dire que ceux qui ont lancé le conflit ne l'ont jamais vu se terminer. Pour résumer, les Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas, étaient contrôlées avec la Belgique et le Luxembourg par l'Espagne à cette époque. Sauf que, comme tout peuple occupé, il y a un moment où la colère ne peut plus être contenue, et donc résistance et révolte contre l'envahisseur. Pendant 80 années, les Néerlandais étaient déterminés à se libérer de l'occupation espagnole. Et quelle était la participation du Luxembourg dans tout ça? Eh bien c'est simple. Comme la région disposait de puissantes forteresses, elle a souvent été réquisitionnée par les Espagnols comme quartier général. Finalement, après 80 années de combat, les Espagnols décident de foutre la paix aux Provinces-Unies. Ah, ils étaient tenaces les gars, on peut clairement pas leur retirer ça. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours liker et vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche juste à côté. Ah, n'hésitez surtout pas, ça me fait toujours plaisir. Des guerres d'indépendance, j'en ai déjà fait un paquet. Mais il faut quand même se rendre compte que, il y a encore 50 ans, certains des pays qu'on connaît aujourd'hui n'existaient tout simplement pas. Cependant, je veux éviter d'être redondant. Donc, je vais réunir les deux pays, la Lettonie et la Lituanie, parce que leur histoire est quasiment similaire à celle de l'Estonie. En effet, pour éviter d'être dirigés par le gouvernement bolchevique de Lénine, les deux nations vont se déclarer indépendantes et se battre pour créer leur propre nation. Voilà. J'ai pas réussi à trouver beaucoup plus d'infos dessus, mais vous avez les grandes lignes. Et pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette partie 1. Mine de rien, ça fait quand même 21 histoires que je vous ai racontées en quelques minutes. Au moins maintenant, si vous partez en voyage en Europe, dans les pays que j'ai mentionnés, vous pourrez vous la péter en montrant que vous connaissez un petit peu la culture de la nation en question. Allez, pour la peine, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à ma toute jeune chaîne YouTube. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, une centaine de personnes se sont abonnées en l'espace de 2 semaines. Ça me fait évidemment ultra plaisir de voir que ce que je fais plaît aux gens et que vous serez chaque jour plus nombreux à suivre mon contenu. En attendant l'épisode 2, je vous invite à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à me dire si vous connaissez d'autres conflits importants, voire insolites, pour la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Lord Clap.